aspect analytique du métier, le business intelligence. Et c'est quelque chose que, quand on parle aujourd'hui du big data, peut-être mes collègues spécialistes en big data pourront être d'accord ou pas avec moi. En fait, le business intelligence, on a fait depuis beaucoup d'années. Après, ce qui change aujourd'hui, bien sûr, c'est les volumes de données qui sont disponibles, parce que ce qu'on faisait avant, avec environ, avec la formation qu'on avait structurée, la nationalisation, qui représente aujourd'hui peut-être 10% des données disponibles, et ça fonctionnait pas mal. Aujourd'hui, on a 90% des données, souvent non structurées, qu'on n'arrive pas forcément à exploiter quand on fait de business intelligence. C'est pour ça qu'on est allé vers des solutions de big data. Mais dans ces solutions de business intelligence, on a vu donc une évolution déjà sur la manière de structurer les données, de stocker les données, les bases de données relationnelles de notre type d'environnement non structuré comme on le trouve aujourd'hui, non SQL, ou les solutions de stockage sur les clouds. On a vu aussi apparaître pas mal de solutions pour l'intégration des données. Donc, au départ, on a beaucoup travaillé sur les entrepôts de données, sur les data warehouse, les CTL, et de plus en plus, on est allé vers des environnements plutôt virtualisés et sur les clouds principalement, et avec des solutions big data pour pouvoir finalement avoir prêt l'ensemble des données qui vont être disponibles aux différents acteurs qui décident dans l'organisation pour pouvoir réagir. Il faut savoir qu'en fait, dans notre cas, nous avons travaillé sur la construction de systèmes qui sont, on va dire, intelligents, c'est-à-dire les smart manufacturing. Ça veut dire qu'on a essayé, dans la boucle de décision, essayer de faire des boucles plus ou moins fermées. Ça veut dire qu'en fait, on définissait notre état désiré de notre système. Et l'idée, c'était que quand on allait analyser les données et voir où se trouver, on avait déjà des stratégies programmées pour reconfigurer la production, par exemple. C'est-à-dire, un exemple de reconfiguration, c'était de changer un partenaire par un autre ou rééquilibrer les demandes pour pouvoir, en faisant une prédiction sur les dates de livraison de notre produit, on pouvait essayer de reconfigurer notre machine. Et concernant donc les solutions de business intelligence, vous avez vu aussi une évolution importante. On a travaillé pas mal sur soit des reporting simples. Au début, on est allé vers des entrepôts de données avec des cubes pour essayer d'explorer les différentes dimensions des données. Et on est arrivé donc à utilisant les techniques de mining, de machine learning, essayer un peu de prédire finalement les futurs de notre système. Et aujourd'hui, avec des solutions orientées par les systèmes de recommandation, on est même capable de conseiller aux décideurs de proposer l'action à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Donc ça veut dire que concernant l'intelligence, et ça s'est adapté à n'importe quel type de système, on est parti d'une approche plutôt descriptive, et ça, même aujourd'hui, c'est remis en question. C'est descriptif, être capable de décrire les passés de mon organisation. Ça, c'est même aujourd'hui compliqué parce que quand on n'a pas travaillé avec les 100% de données disponibles, on a des difficultés parfois pour décrire. On a avancé vers la phase de pourquoi s'est passé les choses qui sont passées, c'est-à-dire les aspects de diagnostic, faire une diagnostic, essayer de trouver la cause et l'effet. Et on est allé vers prédire le futur. Donc on est aujourd'hui là, on est en train de travailler sur des techniques pour prédire le futur de notre organisation. Et le plus intéressant, c'est là on voit des acteurs majeurs comme Apple, comme Microsoft, comme Google, comme IBM, avec des solutions, par exemple, vous avez entendu parler de Watson chez IBM, c'est des systèmes de recommandation qui vont être capables donc, de faire vraiment toutes les phases de l'intelligence pour aller carrément jusqu'au point de vous recommander des actions à faire. Dans l'organisation, c'est ça qu'on veut faire. Et c'est ça que la Commission européenne essaie de mettre en avant quand on parle de smart manufacturing. Bon, je ne vais pas rentrer sur l'évolution des technologies, des plateformes, mais vous savez bien, l'Internet of Things, le cloud, ce sont des transformations importantes dans ce domaine. Donc, concernant la nouvelle génération de manufacture, c'est quoi, on va dire, il y a des challenges les plus importants. Un premier challenge, c'est la flexibilité
et la capacité à répondre, voilà, à réagir, à être proactif par rapport au changement de contexte. Et ça, dans l'industrie 4.0, doit se faire au niveau physique et au niveau logique. Ça veut dire qu'en fait, au niveau logique, ça on a travaillé pas mal, on sait le faire plus souvent. C'est-à-dire on est capable de reconfigurer un système, de faire une reconfiguration quand il est basé composant, une reconfiguration par exemple structurelle, c'est ça une évolution différente, ou comportementale par exemple, en paramétrant différemment le composant, qui vont collaborer. Ça on sait le faire au niveau logiciel. Aujourd'hui, l'idée c'est de le faire au niveau physique, au niveau matériel. C'est-à-dire on a des capteurs, on a des senseurs, on a des robots, et on va être capable, par exemple, dans la chaîne de production, de faire une reconfiguration complète de nos systèmes. Tout ça de manière très flexible, ça veut dire qu'on peut, dans 5 minutes, passer de la production d'un produit A à la production d'un produit B, en modifiant la configuration logicielle, la configuration matérielle de nos systèmes. Ça, c'est le point. Et il faut être aussi capable de répondre, très réactif, pour pouvoir, si un changement, si un contexte, quelque chose qui nous a changé, être capable de réagir. Et finalement, un autre point très important, c'est l'agilité. Donc, dans l'industrie 4.0, il y a un point qui est clé, c'est ça qu'on appelle la customisation du produit. Ça veut dire qu'on veut être capable d'arrêter de produire en série, être capable de produire de manière customisée par client. C'est-à-dire, si un client veut une voiture avec telle et telle configuration, on doit être capable de le faire. Et ça, c'est vraiment un challenge énorme, parce qu'aujourd'hui, on maîtrise la production en série, mais on maîtrise très très mal la production individualisée. C'est le cas de notre Living Lab avec Airbus, je vais vous parler rapidement après. Donc, dans notre Living Lab, on a travaillé avec Airbus sur la customisation des avions. Bon, dans les avions, c'est vrai qu'on peut prendre le temps pour faire la customisation. Parce que c'est un avion, c'est un produit, mais un produit quand même très important au niveau des coûts et au niveau du temps pour le produire. Donc en fait, dans notre Living Lab, on n'a pas travaillé tout sur les volumes, on a travaillé vraiment sur les problématiques finalement des collaborations entre les partenaires multiples pour essayer de valider la conception d'un avion customisé pour tel ou tel client qui demande pas un jacuzzi dans l'avion, mais qui a parfois besoin de contraintes spécifiques sur la manière dans laquelle l'avion devrait fonctionner. Donc en fait, ça c'est un aspect très important. Donc dans l'agilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on doit être très interactif, ça veut dire que notre production doit mettre dans la boucle les clients et on doit les faire de manière continue. C'est là où, par exemple, les réseaux sociaux sont importants. Parce qu'en fait, on doit être capable d'observer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit par rapport à mon produit, par rapport à la concurrence, et être capable, quelque part, à chaque instant, de revoir mon PLM, de revoir ma conception de produit, de mon service, et être capable de fonctionner différemment. J'ai beaucoup parlé de manufacturier, mais en fait aujourd'hui on voit apparaître un autre type de système. En fait, quand on parle de manufacturier, je parle de produits, mais il ne faut pas oublier qu'en fait dans les supply chains, on parle souvent aussi des services finalement. Et donc il y a des exemples très intéressants qui sont en train d'intégrer cette nouvelle génération 4.0, mais dans le cadre des services. Et, par exemple, hier j'ai mentionné parce qu'on a fait la présentation une fois, j'ai mentionné, je pense qu'en Tunisie on n'a pas Uber, on n'a pas encore, c'est ça, on n'a pas Uber. Vous savez comment ça fonctionne, vous savez par contre Airbnb, ça fonctionne en Tunisie, j'imagine, Airbnb, ou pas? Oui, ça fonctionne. Donc en fait, en gros, c'est intéressant parce que Airbnb ou Uber, ce sont un nouvel type de business en fait. Un nouveau type de business très intéressant parce qu'ils font partie de ces quatrième génération. Dans les cas, par exemple, de Airbnb et d'Uber, comment est-ce qu'on pourrait définir ce type de service? Par exemple, c'est quoi Airbnb aujourd'hui? C'est une organisation qui est connue par quoi? Une idée? En fait, on pourrait dire qu'Airbnb, c'est les hébergeurs, chambre d'hôte, département, etc., numéro 1 mondial. C'est-à-dire que Airbnb, c'est le numéro 1 à fournir des hébergements au niveau mondial. Et ce qui est intéressant avec Airbnb, c'est qu'il ne possède même pas une chambre ou un appartement. En fait, c'est une organisation qui est capable, un fournisseur d'hébergement et numéro 1 du monde, et qui n'est pas directement concerné sur les services lui-même d'hébergement.
Donc Airbnb, c'est purement du logiciel, de l'informatique, du cloud des services. Donc derrière, avec un business model très très intéressant. C'est la même chose avec Uber. Uber, c'est le premier transporteur, en particulier du monde. En fait, il ne possède même pas, une voiture. En fait, en gros, il fonctionne avec la mise en relation de plein de entités, comme ce qu'on a vu sur l'Internet of Everything, qui va permettre finalement de revoir les business et fournir des systèmes qui sont des nouvelles générations. C'est ça l'exemple. Et quand on parle de manufacturing, on veut aller vers ça. On veut être capable de, par exemple, dire tiens, j'ai une idée d'un produit nouveau, d'un téléphone, de quelque chose de nouveau. Et je vais être capable de le mettre en ordre. Je vais le concevoir, mais une fois qu'il est conçu, comment est-ce que je le mets en ordre? Comment je vais matérialiser mon produit? Et donc l'idée de l'industrie 4.0, c'est d'essayer d'avoir ce type de plateformes qui vont nous permettre finalement d'aller chercher, de découvrir mes partenaires, qui va pouvoir travailler avec moi pour mettre en place ce produit et le déclencher de manière très très rapide et pouvoir même changer les produits, avoir la version 1, version 2, version 3, juste avec un changement à une période d'une semaine, voire des jours. Parce que j'ai vu comment ça se passe avec les clients et je suis capable de réaliser. Donc ce sont les challenges. Donc, dans l'industrie 4.0, c'est ça qu'on veut faire. On veut vraiment, parfois, avoir des usines qui vont vraiment être complètement reconfigurables à la demande. Donc on a même les clients qui peuvent lui directement déclencher la production de quelque chose. Avec des partenaires qui vont travailler ensemble et qui sont parfois même directement conscients de pour qui ils sont en train de travailler pour faire la production. Même, parfois ils sont concurrents entre eux, mais ils sont capables de collaborer parce qu'en fait, finalement, ils vont avoir une visibilité de la chaîne, de la production qui est partie. Donc c'est vraiment un contexte qui a beaucoup évolué. C'est ça qu'on veut construire. Et c'est pour cela qu'il y a pas mal de ressources, des budgets très importants. Je n'ai pas la date, je n'ai pas noté ici les chiffres, pas mal de millions d'euros dans la recherche autour des usines du futur et du smart manufacturing et de l'industrie 4.0 dans la Commission européenne, en particulier, les États-Unis, c'est pas. Voilà.